Merci beaucoup de m'accueillir ici. Aussi, on mentionnait macroscope tout à l'heure. Je précise que c'est un terme qui a été inventé par Joël de René, qui est une figure importante de la Cité des Sciences. Et donc, je vais vous montrer plusieurs choses que l'on fait à l'Institut des systèmes complexes du CNRS sur l'observation des mondes numériques, les conclusions qu'on peut en tirer. Une grande partie, et bien d'autres d'ailleurs, sont développées dans le livre de Toxic Data, comme il a été mentionné. Et donc, on va commencer. Alors, déjà, premier petit sondage. Qui, dans cette salle-là, n'a pas utilisé l'un de ces services dans les 3 derniers jours? Personne. Donc, vous êtes tous concernés par ce qu'on va dire. Alors, le premier constat, c'est juste quelques chiffres pour se replacer, c'est de bien comprendre que les nouveaux espaces sociaux numériques, le web en général, mais aussi les réseaux sociaux en particulier, sont extrêmement récents. Ça fait moins d'une génération que Facebook existe. Ça a été créé en 2004. Et à l'heure actuelle, ils ont un taux de pénétration très fort. Donc c'est estimé à 70% au niveau mondial. Et déjà maintenant, en fait, la plupart des Occidentaux passent plus de temps sur les médias numériques que par exemple sur la télévision, qui était le média d'information roi il y a seulement quelques années. Et pour ce qui est de s'informer, donc des études assez récentes montrent que 38% des Français s'informent au moins une fois via les réseaux sociaux. Pour les jeunes, c'est beaucoup plus, parfois c'est tout le temps. Et en fait, cette proportion monte. En 2013, il y avait 18%, mais la proportion augmente à mesure que les générations qu'on appelle digital natives, c'est-à-dire qui n'ont connu que Internet et les réseaux sociaux, etc., remplissent le marché du travail et la population. Alors, on va commencer. Ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est qu'on peut observer les mondes sociaux numériques, on peut observer ces foules numériques, et que même au-delà de la foule, il y a aussi de la structure dans ces interactions en ligne. Et je vais essayer de vous faire comprendre donc, comment on peut analyser cette structure et comment ça peut nous aider à comprendre aussi comment ça peut être utilisé en bien, mais aussi en mal, donc ces nouveaux espaces. Alors, on va faire un petit détour par la fourmilière, puisqu'on est à la Cité des Sciences, on va essayer d'étudier plusieurs systèmes, donc la fourmilière ou la fourmilière. Vous connaissez bien sûr le trajectoire très rectiligne que font les fourmis quand elles se déplacent. Là, vous avez un système qui est complètement décentralisé. Il n'y a pas de fourmi en chef qui dit vous allez par-ci, vous allez par-là. Elles interagissent uniquement à travers leur environnement. Et je vais vous montrer un exemple de simulation d'organisation de la fourmilière pour vous montrer que même quand on a des interactions locales entre individus 2 à 2, s'il y a certaines conditions qui sont remplies, eh bien on peut avoir une émergence de structure et qu'on va aussi voir de l'émergence de structure en ligne. Donc ici, c'est un petit modèle qui s'appelle, donc ça tourne sur un logiciel qui s'appelle NetLogo. Je vais faire sortir quelques fourmis. Voilà, hop, là voilà, il y a quelques fourmis qui sont sorties de la fourmilière. Donc au milieu, vous avez une fourmilière. Et puis là, vous avez des sources de nourriture tout autour, les petits cercles bleus. Et là, on va simuler en fait le comportement d'une fourmi pour voir si on arrive à reproduire le fait qu'elles arrivent à se coordonner sur des trajectoires rectilignes et à trouver la nourriture la plus proche. Alors là, il va y avoir 2 règles très simples dans ces petits agents informatiques. C'est comme un jeu vidéo. On les a programmés avec 2 règles très simples. La première, c'est que quand ils ne savent pas quoi faire, ils vont au hasard. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on a vu. Là, elles partent au hasard. La deuxième, c'est que si jamais elles rencontrent une source de nourriture, donc là, un des pixels de couleur bleue, elles vont prendre un pixel et le rapporter à la fourmilière en laissant derrière elle une traînée verte, donc comme ça, voilà, qu'on va, dans la vraie vie, ça s'appelle des phéromones. Et donc ces traînées vertes, elles vont avoir une certaine permanence dans l'environnement, elles vont finalement s'évaporer. Mais vous voyez que là, la fourmi est à peu près donc, ici, et il y a tout derrière elle, sur le chemin qu'elle a parcouru, une traînée verte qui s'évapore petit à petit. Donc la deuxième règle, c'est si vous trouvez la fourmi, ou l'agent artificiel, trouve de la nourriture, il arrache le petit pixel ici, et puis il ramène la nourriture au nid. Et la troisième règle, c'est si quand une fourmi se balade au hasard à la recherche de nourriture, elle croise une traînée verte, donc elle sent, c'est olfactif, eh bien elle va essayer de ce qu'on appelle remonter le gradient, c'est-à-dire remonter, aller voir là où ça sent le plus fort. Et juste avec ces règles-là, vous avez ce comportement collectif ici,
que vous allez voir qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'au début, elles vont un peu au hasard, mais assez vite, en fait, elles se synchronisent sur des chemins et elles vont manger d'abord la source qui est la plus proche. Ici, on voit à gauche, on voit l'épuisement des ressources. Ensuite, elles vont se synchroniser sur la deuxième source la plus éloignée. Et enfin, elles vont trouver la troisième source la plus éloignée, se synchroniser et créer une structure. Donc là, elles mettent un petit peu de temps à lancer le processus. Et au bout d'un moment, ça va, normalement, si tout se passe bien, elles vont commencer à se synchroniser là-dessus. Donc là, on voit un comportement collectif où vous avez des agents qui sont hyper simples, hein, ici des fourmis artificielles qui sont très 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 simples, et qui néanmoins vont arriver à avoir un comportement intelligent, c'est-à-dire se coordonner sur des trajectoires un peu rectilignes. Là, c'est une des premières fois d'ailleurs que ça met tant de temps à manger la troisième fois, le truc le plus loin. Donc ils vont avoir des trajectoires relativement rectilignes, et elles vont attaquer par ordre de préférence les sources de nourriture les plus éloignées jusqu'aux sources de nourriture les plus proches. Si je le relance, ici, vous allez avoir exactement le même pattern, le même motif, c'est-à-dire des fourmis qui vont attaquer la source de nourriture la plus proche, puis après la deuxième source de nourriture, puis enfin la troisième. Ça s'appelle l'intelligence collective. Donc j'arrête, c'est ça. Vous pouvez, ça c'est un logiciel qui est disponible, vous pouvez le télécharger si ça vous intéresse, ça s'appelle NetLogo. Et là c'est juste pour vous montrer qu'à partir d'interactions juste locales, on va faire des comportements globaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fourmis, en fait, elles vont créer des formes dans l'environnement qui vont être spécifiques de l'environnement. Donc là, vous avez les patterns de chasse de trois différentes espèces de fourmis, différentes. On voit que c'est assez différent en fonction donc, de l'environnement. Donc maintenant, on peut se demander les comportements collectifs. Au-delà des fourmis, il y en a plein. Hein. Vous avez par exemple les troupeaux de bisons, les troupeaux de moutons, les comportements collectifs de singes, et puis l'homme, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a aussi bien sûr les insectes sociaux, et la question c'est, au niveau de l'homme, qu'est-ce qui se passe en termes de comportement collectif qu'on va observer tout à l'heure en ligne. Alors si je remplace des abeilles par des humains, bien sûr, je vais avoir des comportements très très différents. Et on va commencer à en observer grâce à une fenêtre sur nos environnements numériques qui là va être essentiellement Twitter, mais ça on peut travailler sur d'autres médias. Donc la question c'est quelle forme on génère collectivement lorsque l'on échange des informations en ligne, ou par exemple que des scientifiques échangent des informations à travers des articles scientifiques. Ces formes-là, on peut les calculer de même et les observer, de même qu'on peut observer les fourmis. Et par exemple, ici, vous avez l'évolution d'une page Wikipédia dans le temps. Hein, à droite, vous avez la page telle qu'elle est au moment où elle est observée. Donc vous avez des lignes qui sont de couleurs différentes qui correspondent aux différents contributeurs. Et en fait, sur cette image, chaque colonne de pixels ici, c'est une page Wikipédia avec les différents contributeurs, et le temps donc va de gauche à droite. Vous voyez qu'il y a des moments où il y a des bandes noires, c'est que la page a été effacée. Là, c'est la page qui porte sur avortement. Donc il y a des militants qui effacent la page, après ils sont la page est restaurée. Mais on voit ici qu'il y a des motifs temporels d'interaction sur des pages comme Wikipédia qui sont tout à fait intéressants, qu'on pourrait détailler, mais là, on va passer directement aux réseaux sociaux. Et si on regarde un autre média, comme par exemple les publications scientifiques, eh bien, on peut aussi ressortir des formes qui vont émerger des comportements collectifs des chercheurs, c'est-à-dire le fait de publier. Et là, par exemple, ici, vous avez une carte qui a été faite donc à partir de fouilles de données textuelles. Pour faire cette carte-là, qu'est-ce que l'on a fait? On a pris à peu près 30 000 publications. Donc c'est des chercheurs qui publient, qui ne se connaissent pas forcément. Chacun publie son papier en mettant en relation différents concepts. On a pris ces 30 000 publications. Ça, c'était une exposition qui a eu lieu ici à la Cité des Sciences pour la COP 21. On a analysé les textes. On a sorti le vocabulaire des textes, et puis ensuite, pour chaque mot qu'on avait identifié, donc je vais vous montrer la plateforme en ligne qui est aussi disponible, vous pouvez aller voir, c'est twittoscopeclimatique.fr. Donc ici, pour chaque texte que l'on a analysé, eh bien, on a identifié à l'intérieur un certain nombre de vocabulaires. Ce vocabulaire, ça fait à peu près 800 mots qui parlent du réchauffement climatique de manière un peu générique. Donc ensuite, quand vous avez ce vocabulaire, vous pouvez calculer les interactions des mots
au sein des articles scientifiques, donc statistiquement, hein, sur ces 30 000 articles. Donc quand vous avez par exemple un lien ici entre biodiversité et puis, je ne sais pas moi, écosystème, qui va être là, écosystème, eh bien, ça veut dire que ces deux mots ont été mobilisés dans la littérature sur le changement climatique comme ayant un lien fort entre écosystème et biodiversité. Là, on a une analyse statistique. Je ne veux pas vous rentrer dans le détail en fait, de la technique, mais c'est juste pour vous dire que, donc en analysant à grande échelle ces documents textuels que sont les articles scientifiques, eh bien, on peut à la fois identifier le vocabulaire, donc là vous avez, vous voyez, c'est tout le vocabulaire lié au changement climatique, hein, les ressources en eau, services écosystémiques, etc. On peut identifier les liens que font les chercheurs lorsqu'ils parlent de ce vocabulaire, donc ça c'est les petits liens que vous voyez. Et ensuite il y a des techniques pour, à partir de ces choses-là, qu'on appelle un graphe, donc où les nœuds sont des termes de vocabulaire, et les liens c'est l'intensité de l'interaction de ces termes au sein de la littérature, c'est-à-dire dans quelle mesure les chercheurs ont dit ces deux termes-là sont liés ensemble causalement, par exemple, dans le cadre du réchauffement climatique, feu de forêt et réchauffement, par exemple, eh bien, on obtient ce graphe-là, et ce graphe-là, après, on peut le dessiner sur un écran, en faisant deux choses. La première, c'est qu'on va identifier ce qu'on appelle les communautés, c'est-à-dire on va identifier des groupes de nœuds qui interagissent beaucoup plus ensemble, qui sont beaucoup plus liés ensemble entre eux qu'avec l'extérieur. Et en fait, ces groupes de nœuds, ça va donner des thèmes. Vous voyez ici, on a par exemple ici donc le thème de la biodiversité terrestre. Ici, on a le thème de l'eau. Donc si je zoome ici, j'ai toutes les choses sur l'eau, l'évapotranspiration, l'équilibre de l'eau, etc., etc. Donc tout ça, c'est des mêmes couleurs. Ça, c'est identifié vraiment automatiquement. Là, j'ai le thème de la photosynthèse, là, j'ai l'agriculture, etc. Donc les couleurs sont données automatiquement à partir d'une analyse mathématique. Et ensuite, on est capable donc de dessiner ce graphe-là sur le plan de manière à ce que les nœuds qui sont de même couleur soient à côté. Donc ça, c'est des logiciels qui sont développés notamment par l'équipe de GEFI. Et ça vous donne une espèce de représentation de quels sont les thèmes liés au changement climatique quand on parle du changement climatique. Alors là, on voit bien que on parle ici des gaz à effet de serre. Ici, on va parler de l'impact sur les sociétés humaines, hein, notamment donc les ressources, les zones urbaines, les decision makers, donc les capacités d'adaptation, l'impact sur la santé, etc. Et puis après, on va avoir ici l'impact sur les récoltes, l'impact sur l'eau. À gauche, on a toute la branche qu'on dit écosystémique, c'est-à-dire que vous avez les écosystèmes terrestres, ici les écosystèmes forestiers, donc les forêts, en bas les écosystèmes océaniques, et donc vous avez une certaine représentation de la forme qui est générée par cette quête de la connaissance sur le changement climatique par l'ensemble des chercheurs de l'époque. Là, c'est une carte qui date de 2015. Ensuite, on peut se poser la question de... Ça, c'est ce que dit la recherche, mais en ligne. Comment on parle du changement climatique quand on est en ligne? Alors, quand j'ai cliqué, vous avez vu à droite, il y a apparu, il y a un truc Twitter, et puis là j'ai un petit graphe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est aussi allé chercher en ligne les tweets, donc les messages courts qui parlaient du réchauffement climatique. On les enregistre sur notre disque dur en temps réel, donc à peu près toutes les semaines, on en a un demi-million. Et puis, quand je sélectionne biodiversité, je peux voir aussi les tweets qui parlent de biodiversité. Mais je peux me poser une autre question, c'est-à-dire, je peux me demander, ça, c'est la vision du changement climatique telle qu'elle est donnée par les scientifiques, hein, c'est la répartition des thèmes qu'ils étudient, etc. Dans quelle mesure cette vision est partagée avec les internautes sur le web? Donc, de quoi sont conscients les internautes sur le web quand ils parlent de changement climatique? Est-ce qu'ils en parlent? Alors pour ça, je vais changer le code couleur. Là, le code couleur, c'était les thèmes, hein, eau, forêt, etc. Maintenant, je vais coloriser les points en fonction de l'intensité, de l'attention relative du web par rapport aux scientifiques. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné biodiversité. Vous voyez, à côté, là, à droite, il y a écrit 5% de biodiversité, ça veut dire qu'il y a 5% des articles scientifiques qui mentionnent le terme biodiversité. On peut se demander, dans le web, quand les gens tweetent sur le changement climatique, quel est le pourcentage de tweets ou d'articles associés qui parlent aussi de biodiversité? Est-ce que c'est plus ou moins que 5%? Est-ce que c'est un thème aussi également jugé important par l'un des internautes ou pas? Donc je vais changer le code couleur et je vais mettre en bleu là où Twitter surreprésente les termes, et en rouge, là où c'est sous-représenté. Donc quand je fais ça,
on a cette carte-là. Donc là, vous voyez, les couleurs ont complètement changé. Et vous voyez qu'à droite, il y a beaucoup de bleu. Donc à droite, je rappelle, hein, c'est à la fois la question des gaz à effet de serre, les émissions, etc. Et puis ici, la question de l'impact sur les santé humaines, hein, et sur les sociétés en général. Et puis, si je regarde de manière générale, eh ben, quand je vais vers la gauche, il y a moins de bleu et moins de vert. Donc vert, c'est équilibré, c'est-à-dire que la tension est à peu près égale sur les deux côtés. Et donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau des gens qui fréquentent Twitter, eh bien, et aussi des articles qui sont mentionnés sur Twitter, parce qu'on attrape aussi par exemple des articles du Monde qui sont mentionnés sur Twitter, etc. Eh bien, on parle beaucoup du côté droit ici, donc l'impact sur les sociétés humaines, les gaz à effet de serre, et dès qu'on va vers la question des écosystèmes, là on en parle beaucoup moins. Et notamment ici, vous avez une zone en rouge ici, dont on parle quasiment pas. Par contre, on en parle en science, hein, donc c'est tous les écosystèmes des sols. Et les écosystèmes des sols, ça joue un rôle très important dans le changement climatique. On estime que c'est à peu près 20% des gaz à effet de serre qui sont liés à l'écosystème des microbes, des bactéries, etc., etc. Donc ça vous montre l'attention du web, donc comme une espèce de foule de personnes non connectées, où elle se concentre à un moment donné. Et on peut même le regarder semaine par semaine, c'est-à-dire que si je joue le film de cette attention-là au cours du temps, ici, vous voyez que là les couleurs changent légèrement, parce qu'en fait, eh bien, de temps en temps, l'attention va circuler dans cet espace-là. Et donc, par exemple, ici, ça va bleuir à un moment donné parce qu'il y a un sommet sur l'océan. Donc, on en parle dans les médias, on en parle sur Twitter. Et puis après, on arrête d'en parler. Et donc, on retourne vers les thèmes plus traditionnels. Donc là, vous avez ce que ça représente. Ça vous montre, étant donné les préoccupations des scientifiques, comment la population qui est représentée sur Twitter s'y intéresse au cours du temps. Et donc, il y a des focus, etc. Donc, ça, c'est vraiment de quoi on parle. Mais maintenant, on va regarder plutôt qui en parle pour s'intéresser justement à ces foules numériques qui sont sur Twitter et en général sur les autres réseaux sociaux. Là, on va beaucoup parler de Twitter. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, et c'est bientôt plus le cas, malheureusement, eh bien, c'était un réseau social qui donnait ces données, au sens où les données étaient publiques et il permettait aux chercheurs d'aller chercher, de suivre des gens et de récupérer tous les tweets qui parlaient de ces comptes-là ou de tous les tweets sur un thème donné. Et donc il y a beaucoup de recherches sur Twitter parce que c'est un média assez exceptionnel où on retrouve toutes les interactions entre tous les comptes sur un sujet donné. Donc là, par exemple, sur Twitter, en changement climatique, on suit depuis 2015, depuis qu'on a fait cette exposition d'ailleurs ici, les échanges sur Twitter. On a à peu près un demi-milliard d'interactions portant sur le changement climatique. Et on va pouvoir analyser ces choses-là. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est juste les deux choses. Donc maintenant, la question, donc, c'est donc l'attention de Twitter sur les thèmes du climat, mais on va essayer de regarder comment se structurent les personnes ou les comptes qui parlent du climat en ligne sur le changement climatique. Alors juste mentionner rapidement, maintenant les cartes que je vous ai montrées, ça c'était il y a quelques années, mais maintenant on a développé un logiciel qui permet un peu n'importe qui de faire la même chose, ça s'appelle Gargantext, qui est celui-là. Alors, pour bien comprendre comment maintenant on peut observer les personnes qui vont produire ces messages sur les changements climatiques sur Twitter ou qui vont produire les messages politiques, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces foules numériques? Et est-ce qu'elles sont plus qu'une foule? Est-ce qu'elles sont structurées d'une certaine manière? Donc, excusez-moi pour l'anglais, j'ai oublié de traduire. Donc, je vais vous raconter très rapidement petits éléments de base de théorie des réseaux. Donc, quand vous êtes sur Twitter, vous avez une personne, par exemple Greta Thunberg ici, qui va dire quelque chose. Ça, c'est représenté par le petit oiseau. Elle dit quelque chose, et une personne ici qui est abonnée à Greta Thunberg, c'est-à-dire qui a décidé de recevoir tous ses tweets, va recevoir son tweet. Après, il y a une fonctionnalité sur Twitter qui s'appelle le retweet, où les gens peuvent dire « je vais relayer ce message à tous ceux qui eux-mêmes me suivent ». Et donc, par exemple, cette personne-là va recevoir le message de Greta Thunberg parce que donc elle le suit, donc le message va circuler d'un compte à l'autre. Ce qui se passe, c'est que quand on observe donc sur suffisamment longtemps les comptes et leurs échanges, leurs interactions,
on va finir par avoir donc des zones denses qu'on va pouvoir identifier de manière algorithmique, exactement comme on l'a fait pour les termes, comme ce qu'on appelle donc encore une fois des communautés au sens technique du terme, au sens mathématique du terme, qui vont être des groupes sociaux qui échangent plus de messages entre eux qu'à l'extérieur. Et ces communautés-là, eh bien, on va pouvoir après les cartographier. Et donc, si je représente l'ensemble des échanges Twitter sur la période récente, là, l'automne 2022, j'ai ce genre de paysage. Sur ce genre de paysage, les points maintenant ne sont plus des mots-clés ou des concepts. Les points sont des comptes Twitter. Ici, vous en avez à peu près 200 000. Donc là, vous avez à peu près 200 000 comptes ou 200 000 personnes. Et les différentes couleurs, nuances de couleurs, ce sont les communautés, c'est-à-dire que c'est identifié automatiquement. On a des groupes de personnes qui échangent plus entre elles. Et vous voyez que ces communautés s'articulent entre elles en deux grands groupes. À gauche, vous avez toutes les personnes qui relaient ou acceptent les constats du GIEC. Et à droite, vous avez toutes les personnes qui sont des climato-dénialistes, c'est-à-dire qui refusent l'idée que soit le réchauffement climatique existe, soit qu'il est d'origine humaine et qu'on peut y faire quelque chose. Donc quand vous faites ça, là on observe d'en haut les mondes numériques, tous les échanges sur le climat, et on voit donc qu'il y a des zones, il y a différentes zones. Donc vous voyez qu'il y a des comptes qui se regroupent entre eux parce qu'ils sont du même pays, donc ils vont échanger plus fortement, donc ils vont associer à une couleur particulière, etc. Et donc par exemple, si on regarde où sont les Français là-dedans, eh bien, ici vous avez les Français qui sont qui reconnaissent le changement climatique, notamment à l'intérieur, vous avez même des membres du GIEC, comme par exemple Valérie Masson-Delmotte, et puis ici vous avez les groupes des Français qui sont dénialistes, et donc qui rejettent le réchauffement climatique, et qui sont collés ici à ce plus gros groupe, qui est un groupe anglo-saxon de climato-dénialistes. Et en fait, il faut bien s'imaginer que dans ces espaces-là, après l'information circule, on peut regarder comment l'information circule. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, vous voyez qu'il y a un groupe qui est plus grand que l'autre. Hein. En gros, les dénialistes représentent à peu près 30% du total sur Twitter. Et ça, c'est assez rare, c'est à peu près la même chose dans la vie réelle. En général, les proportions sont un peu déformées sur Twitter, mais dans la vie réelle, on a aussi, au niveau mondial, entre 30 et 40% de climato-sceptiques. Maintenant, on va regarder comment, en fait, les climato-sceptiques se développent sur Twitter, et qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à maintenir des communautés de cette taille-là, alors que, bon, visiblement, toutes les expériences, les constats scientifiques, etc., montrent qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il est d'origine humaine, etc., etc. Alors déjà, si je zoome sur la France, si je regarde donc les deux ensembles là que j'ai soulignés, en fait, ils sont très éloignés quand on regarde au niveau mondial, mais évidemment, si je regarde juste les comptes français, entre eux, ils échangent. Et donc, si je fais une carte, un zoom sur la France, j'ai cette carte-là. Donc, exactement la même représentation. Chaque point est un compte Twitter. Les petits filaments, c'est des liens de retweet, donc ils s'échangent de l'information. Et là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'en France, donc la foule, entre guillemets, qui parle de réchauffement climatique, n'est pas une foule non structurée, c'est quelque chose de structuré. Là, on est plus sur la notion de groupes sociaux. Et on a plusieurs nuances d'intérêt pour le réchauffement climatique. Vous avez premièrement un grand groupe ici, hein, qui est composé de plusieurs sous-groupes, qui va être composé donc ici en bleu un peu foncé des personnes qui relaient, donc il y a les membres du GIEC et en gros les premiers cercles de relais des membres du GIEC. En dessous, vous avez les gens qui relaient l'information du GIEC, mais plutôt avec une orientation politique, en disant bah, maintenant il va falloir prendre telle et telle mesure politique, etc. Donc on retrouve par exemple la NUPES. Et puis ici vous avez les médias, donc AFP, Charlie Hebdo, etc. Il y a Le Monde, bon bref. Tout ça c'est les médias qui relaient aussi les travaux du GIEC. Donc là vous avez un espace cohésif de comptes qui relaient assez intensivement les travaux du GIEC. Ensuite, vous avez ici l'espace du gouvernement. Donc là, c'est le gouvernement qui va être moins connecté. Il ne va pas relayer le même type d'informations. Il va peut-être reprendre les informations du GIEC, mais en les tournant différemment. Ici, vous avez une autre communauté qu'on peut appeler climato-solutionniste, techno-solutionniste ou climato-optimiste, c'est-à-dire c'est des personnes qui reconnaissent le fait qu'il y a un réchauffement climatique d'origine humaine, mais qui disent on a des solutions, par exemple on a le nucléaire, et donc il n'y a pas besoin de se sacrifier, etc., etc. Donc ça forme une société très cohésive. Et puis, vous avez ici, donc ça c'est les vrais climato-dénialistes en brun.
qui, eux, rejettent de but en blanc l'idée qu'il y a un réchauffement climatique. Et si on regarde, en fait, comment évoluent ces communautés en ligne, pour vous montrer vraiment que c'est en fait quelque chose de dynamique, voici, alors je vais brancher juste mon écran, ça aussi pour la régie. Hop, voilà. Donc, là, ici, là, vous voyez vraiment, semaine après semaine, comment les comptes se connectent et se relaient l'information entre eux. Hein. Donc, on retrouve nos deux camps. Alors, c'est moins fourni parce que l'autre image, c'était tout accumulé sur un an et demi d'interaction. Là, vous avez un mois d'interaction sur une semaine glissante, et donc vous voyez des gens qui se mobilisent en fonction de l'actualité, qui vont relayer le changement climatique, qui vont relayer la désinformation climatique. Donc ça, c'est pour ce coin à droite. Et en fait, ce qu'on a observé, donc là, vous êtes en mai 2022, ici, vous voyez 2022-05, on est en mai. Ce qu'on a observé, c'est que quand vous allez arriver en juillet, eh bien, il y a une espèce de poussée de climato-dénialistes, c'est-à-dire que le groupe qui est à droite, qui est marron, va commencer à grossir de manière considérable, et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais ce qu'il faut comprendre déjà, donc, c'est qu'on a un média très dynamique avec des mobilisations. Là, vous voyez, ça commence à grossir. Là, vous avez des comptes assez importants qui arrivent et qui vont, en gros, commencer à diffuser un certain type d'informations. Juste au passage, la musique qui là, c'est à la fois pour faire sympa, mais aussi c'est généré automatiquement en fonction des données. C'est-à-dire qu'on entend les différentes communautés politiques qui sont en train de parler du réchauffement climatique. Chaque communauté politique a son instrument et ça fait ces sons-là. Mais bon, pour revenir à la vidéo, on voit ici que, ici j'arrête là, on est en septembre, et vous voyez que, alors qu'au début, si je reviens aussi au début, eh bien là je suis en mars 2021, j'ai essentiellement des gens qui relaient l'information du GIEC. Hein, c'est la communauté à gauche qui est la plus structurée, et à droite, il y a un tout petit peu de climato-sceptiques. Et alors que si je reviens ici, maintenant sur la période récente, cet été et puis après, les climato-sceptiques se sont complètement développés, et même après, ils vont devenir plus importants en termes de volume de militants que ceux d'en face. Donc là, c'est quelque chose qu'on a étudié. Donc là, vous avez une foule numérique qui est déjà structurée. Donc là, on n'est plus au niveau de la foule, on est au niveau vraiment des structures. Mais la question, en fait, c'est comment ces groupes structurés vont, eux, arriver à entraîner un ensemble moins structuré de personnes qui, eux, vont vraiment être une foule, au sens où ils n'ont pas de relation tellement entre eux, mais ils vont essayer de conquérir, de rallier cette foule à leur cause. Et donc, il y a des techniques très sophistiquées qui vont... Alors, je retire ça, sinon il va... Bon, voilà. Donc, vous avez vu un peu donc, la structure de ce qui se passe en France. Donc, maintenant, on peut se demander qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, ces climato-sceptiques. Alors, il y a tout un florilège. Hein. Ils disent il n'y a pas de changement climatique. Ils dénigrent beaucoup le GIEC, qui sont ces scientifiques, entre guillemets. Ils disent il y a un agenda politique. En fait, c'est pour nous imposer les idées de gauche. Il n'y a pas de consensus. C'est pas vrai que la plupart la majorité des scientifiques reconnaissent l'origine anthropique du réchauffement climatique. C'est la variabilité climatique, ça c'est quelque chose qui est complètement faux évidemment, mais qui est souvent rabâché en disant il y a des cycles depuis des milliers d'années, etc., etc. Ou même le CO2 est bon. Le CO2 est bon pour les plantes se nourrissent de CO2, donc il faut du CO2, c'est pas un gaz à effet de serre, c'est pas ça qui pose problème. Donc ça c'est le discours. Ce que l'on a vu, ce qu'on voit, c'est vous l'avez vu sur la vidéo, mais ici quand vous regardez le volume de tweets des climato-sceptiques, donc de ce groupe-là climato-sceptique en France, depuis 2021, donc là ici on est en 2021 et là on est à l'automne 2022, vous voyez que depuis juillet, boum, il y a une espèce d'explosion, une grosse mobilisation, et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que toujours, en fait, on a des variations de l'activité du climato-scepticisme ou du climato-dénialisme, avec aussi des variations des prises de parole du GIEC et des gens qui relaient les informations sur le climat. Donc typiquement, par exemple, l'été, il fait chaud, il y a plein de catastrophes, donc les gens disent, bah, regardez, c'est le réchauffement climatique, il faut se préparer, etc. Et en face, les climato-dénialistes arrivent et disent, bah non, pas du tout, c'est la variation climatique, etc. Donc là, vous avez une variation cyclique. Ce qui est étonnant, c'est que donc depuis cet été, eh bien, il y a autre chose qui est en train de se passer, et on le voit ici, c'est ce gros volume de tweets avec donc une espèce d'offensive climato-dénialiste. Et
cette offensive n'est pas seulement en ligne. Ici, vous avez en bas, alors, pardon, mais l'écran est coupé, en bas, il y a la référence, donc c'est une étude EDF Ipsos qui est sortie il y a peu de temps, où ils ont montré, ils font tous les ans, en fait, une enquête sur les perceptions des risques climatiques et du changement climatique. Et donc, à l'heure actuelle, donc aujourd'hui, là, en 2022, enfin, en 2023, c'était juste à l'automne, ils montrent qu'il y a 63% des Français qui pensent que qu'il y a un réchauffement climatique d'origine anthropique, il y a 8% qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, et il y a 29% qui pensent qu'il y a un réchauffement climatique, mais ce n'est pas l'homme et on n'y peut rien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces 29%, en fait, ils ont gagné. Il y a eu plus 8% entre les deux études qui sont à quelques mois d'intervalle. Et donc, plus 8%, c'est énorme dans l'opinion publique. Hein, on est passé de 29% à 37% au total. Et donc, ça correspond aussi à ce qu'on voit dans les mondes numériques, c'est-à-dire une espèce d'offensive de désinformation sur le changement climatique. Donc là même, on va essayer de comprendre comment elle s'organise et comment, du coup, des gens peuvent arriver à manipuler les foules. Les foules et l'opinion publique en général. Alors, la question, en dehors de savoir si c'est vrai ou faux ce qui circule à droite ou à gauche dans les différents espaces. On va sortir de la question du vrai du faux, on va poser la question de quelles sont les techniques qu'utilisent les différents protagonistes pour diffuser leurs idées. Alors la première chose qu'on observe, c'est que côté climato-sceptique, et ça c'est au niveau mondial, si vous prenez les comptes qui sont là tout le temps, c'est-à-dire ceux qui sont le plus actifs et le plus longtemps en ligne, eh bien, si on montre ces comptes-là, on les dessine, en gardant la convention à gauche, ceux qui sont pro-climat, à droite, les climato-sceptiques, eh bien, vous voyez qu'ici, les rapports sont inversés. Vous avez à droite, le groupe le plus cohésif et le plus nombreux, ce sont les climato-sceptiques. Donc, ça veut dire que vous avez des groupes, en fait, c'est en gros des militants qui sont peut-être payés, certainement, d'ailleurs, on sait que certains sont payés pour ça, mais qui sont là tout le temps pour faire de la désinformation climatique et qui ont aussi beaucoup d'interactions entre eux. Vous voyez, ça fait un espace très dense, ils relaient les narratifs, et en fait, vous avez un cœur de personnes qui essayent de piloter, de propager des idées en construisant des narratifs et en les relayant de manière très intensive sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous avez aussi une programmation de la désinformation. Donc là, par exemple, vous avez l'activité, le nombre de tweets jour par jour sur le thème « Le CO2, c'est bon pour les plantes ». Là, vous voyez une structure en peigne, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont probablement payés pour dire tous les lundis, le CO2, c'est bon pour les plantes. Ou qui ont acheté, parce que on peut acheter, hein, auprès d'entreprises qui vont recruter des Indiens, voire même des robots, en disant, bah, ce lundi, tu m'envoies cette campagne-là, et je vais avoir plein de comptes qui vont dire le CO2, c'est bon pour les plantes. Ça, c'est un comportement, enfin, un motif de diffusion d'informations qui n'est pas du tout naturel. Alors, en général, vous avez des choses qui montent, qui descendent, etc. Vous n'avez pas juste des peignes comme ça, où tout le monde, d'un coup, se met à dire quelque chose en plus de ce niveau d'absurdité. En plus, ce que l'on montre aussi, donc tout ça vous le retrouverez dans une étude qu'on vient de publier en français qui s'appelle les nouveaux fronts du dénialisme, on montre qu'il y a une structure d'expertise qui est très différente entre à gauche les pro-climat et à droite les climato-dénialistes. Ce que l'on montre, c'est que les pro-climat, vous avez des gens qui vont s'exprimer beaucoup, mais certains s'expriment beaucoup, mais ils vont s'exprimer sur leur sujet de prédilection. Typiquement, c'est le scientifique spécialiste de glaciologie, ou le scientifique spécialiste des mers, ou le scientifique spécialiste des feux de forêt, qui va s'exprimer beaucoup sur les feux de forêt, au moment où il y a des incendies, etc. Ils vont s'exprimer au moment où ça se passe. À droite, les climato-dénialistes, vous avez quelques personnes qui en fait vont s'exprimer sur tous les sujets. Donc vous avez une espèce de gens qui se disent multi-experts, et qui vont s'exprimer tout le temps, et qui vont même dire des choses contradictoires, et c'est le sens de ces courbes qui remontent, je ne détaille pas parce que c'est un tout petit peu technique, mais ça veut dire ici qu'il y a des personnes qui, par exemple, parlent 20 fois, sur la période considérée, à la fois d'un côté du cycle du Soleil, et de l'autre côté du fait que le CO2 c'est bon pour la planète. Hein, donc sur deux sujets totalement différents, ils vont investir tout le temps, alors qu'à droite, quand vous prenez des gens qui parlent 20 fois ou 30 fois d'un thème, eh ben, il y en a de moins en moins. Alors que là, au début, il y en a de moins en moins, mais après, vous retrouvez le noyau hyperactif qui est là. Hein. Ensuite, ce qu'on a montré, c'est que les climato-dénialistes utilisent beaucoup plus, enfin, dans les communautés climato-dénialistes, il y a beaucoup plus de comportements dits inauthentiques, c'est-à-dire qui ressemblent à des comportements automatisés ou robotisés. Vous pouvez construire un score
sur un comportement de compte en disant ce compte-là a 50% de probabilité, c'est un robot, à 70% c'est un robot, au sens un petit programme informatique qui va interagir sur Internet et juste poster des messages parce qu'on lui a dit, et pas un vrai humain. Et donc, si vous regardez au cours du temps, ici, donc ça pareil, vous le retrouverez dans le rapport, entre 2021, janvier 2021 et janvier 2023, la proportion de comptes automatisés dans les différentes communautés, donc ici c'est les climato-dénialistes, là c'est les autres communautés qui sont donc l'IPCC, les technosolutionnistes, etc. Eh bien vous voyez que déjà ils avaient une proportion de comptes automatisés beaucoup plus forte, même si elle est relativement faible, hein, là c'est des pourcentages, donc vous avez 2% et ça monte jusqu'à 6%. Ça veut dire que la plupart des discussions encore sont entre humains, heureusement, mais quand vous avez une plus grosse proportion de comptes automatisés, ça pointe vers des opérations justement de propagande avec ce genre de comptes. Et vous voyez surtout qu'ils ont tout le temps été au-dessus, mais surtout à partir de février, eh bien, ça augmente de manière très très forte, et c'est la même chose au niveau international. Vous avez tout à coup une espèce d'attaque, hein, de raid, de comptes automatisés qui vont ou payer, avec des comportements de type automatique, qui vont faire un raid pour relayer les informations des dénialistes. Donc tout ça, c'est dans l'objectif en fait de faire croire qu'il y ait l'adhésion d'une foule à une cause et que tout le monde est d'accord. Mais évidemment, le réchauffement climatique n'existait pas. Pas tout le monde autour de moi le dit. C'est la variation, etc. Et ça peut être relativement efficace. On va le voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les comptes qui sont centraux dans cette chose-là. Je vous remets le film ici. Vous allez voir. Au moment où... là, vous avez... Regardez, ici, regardez ce compte-là, LPSR. LPSR, c'est un compte Twitter, donc, qui était complètement absent du paysage jusqu'à peu de temps. Hein, si on va ici, il n'existe pas. Hein, et qui, à partir donc, de juin, en fait même à partir de février, va commencer à arriver et il va commencer à relayer de manière très très intensive de la propagande. Donc là on est en juillet, vous allez voir que progressivement il va avoir des espèces de couronnes autour de lui qui sont en fait des gens qui vont relayer ces informations. Et il va être un des piliers, on peut calculer, c'est l'un des plus influents en fait, dans cette petite communauté climato-dénialiste, qui heureusement n'est pas si grosse que ça, mais quand même grossie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est quoi ce compte-là. Donc ce compte-là, déjà, ici vous avez la capture d'écran de son compte Twitter. Donc, vous voyez, il se décrit comme Climate Science Research, Climate Realist, Alarmiste, il ignore les alarmistes, donc ceux qui sont alarmistes sur le climat, ignorent les enregistrements géologiques. En gros, ils ignorent les variations géologiques du climat. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, donc la photo, c'est une fausse photo. Hein, c'est une photo c'est pas du tout une vraie photo. Vous le retrouvez sur des sites commerciaux. Donc, il se définit en ce moment donc, comme recherche indépendant. Alors, il a enlevé indépendant d'ailleurs, ça c'est nouveau, il y a quelques mois, on l'a épinglé là-dessus, puis là, il a enlevé indépendant. Mais il y a encore quelques semaines, il se définissait comme rechercheur indépendant sur le climat. Mais ça, c'est nouveau en fait. C'est-à-dire qu'avant juin 2022, il se définissait comme biostatisticien. Et en fait, quand on regardait ce qu'il disait avant juin 2022, il ne parlait pas du tout du climat. Il parlait exclusivement de, quasiment, la dictature sanitaire, les vaccins qui ne marchaient pas, etc., etc. Et maintenant, tous les jours, hein, c'est exclusivement des choses sur le climat, avec des posts qui sont très différents. Il y a des posts un peu de la désinformation au sens commun, du genre on est en septembre, il neige et on nous dit qu'il y a du réchauffement climatique, et puis des trucs très très techniques où il va prendre un vieil article qui a été réfuté ou un article existant où il va distordre un peu les conclusions et il va dire regardez le forçage est de plus 6%, ça c'est pas possible, c'est incompatible avec machin, etc. Donc il va faire croire qu'il s'y connaît. Mais en fait, c'est tout simplement un imposteur au sens où c'est pas du tout un chercheur indépendant sur le climat. Il y a 6 mois, il n'était pas du tout chercheur indépendant sur le climat. Il y a 6 mois, il était contre la dictature sanitaire et il se définissait comme biostatisticien. Et encore avant, il mettait sur sa page de profil « Mon rôle, c'est de réinformer contre la propagande orwellienne, etc. etc. » Et si on regarde les messages
de ce type de compte au cours du temps, donc par exemple depuis 2021, depuis automne 2021, et qu'on regarde certains thèmes, on peut les regrouper, par exemple le thème vaccin, donc c'est à chaque fois qu'on mentionne nos vaccins, Covid-19, etc. On a le thème Russie, donc ça c'est des trucs de propagande autour de la Russie, les biolabs, etc. On a le thème climat, et le thème GIEC, c'est quand on attaque les gens du GIEC. Eh bien, regardez les courbes d'expression de ce compte-là, hein, qui encore est celui qui est en train de structurer la communauté des nihilistes en ce moment. Eh bien, avant février 2022, il parlait essentiellement de la question des vaccins, et il a même un compte sur VK, qui est en fait le réseau social Facebook russe, qu'il a effacé depuis, mais où il y a une archive, il y a une archive qui existe, où on voit que, à l'époque, en fait, déjà avoir un compte sur le Facebook russe, c'est un peu bizarre, mais à l'époque, il relayait que de l'information sur les dangers du vaccin, etc., etc. Donc, avant février 2022, c'était son dada, c'était les vaccins. Après juin 2022, vous voyez, les courbes ici montent en flèche, il ne parle que du climat, il ne fait que attaquer les gens du GIEC, etc. Et entre deux, il y a cette courbe verte qui est placée sur une autre échelle ici, donc là ça va de 0 à 5, alors que là ça va de 0 à 20 pour les autres courbes, où là il va relayer la propagande du Kremlin, c'est-à-dire le fait qu'il y a des biolabs, qu'il faut dénazifier l'Ukraine, etc., etc. Alors ça c'est un peu bizarre, donc vous avez un militantisme, c'est-à-dire que cette nouvelle vague de climato-dénihilisme qui s'ajoute aux vagues existantes qui étaient plutôt d'origine un peu économique, énergie fossile, etc., a une caractéristique très bizarre. Donc, c'est des comptes qui sont opportunistes et qui, en fait, s'intéressent en ce moment au climat juste parce que ça leur permet de semer de la division. Pourquoi on peut essayer de le deviner. Mais avant, ils essayaient de semer de la division sur l'Ukraine. Avant, ils essayaient de semer de la division sur le vaccin, etc., etc. Et comme nous, on observe plusieurs mondes numériques. Donc, désolé, là, il manque, c'est un peu coupé, mais on a aussi un observatoire sur la politique, par exemple, hein, où on va avoir aussi les cartographies d'espace politique, et donc on peut calculer les regroupements entre ces communautés-là, ici, qui sont donc les communautés dénihilistes, c'est-à-dire ces comptes-là dans l'observatoire climat, comment ils s'expriment ailleurs, par exemple dans l'espace politique. Et ce que l'on a observé, hein, c'est que les comptes qui s'expriment en ce moment sur le climat, la majorité des comptes, il y a à peu près une dizaine de milliers de comptes qui sont très actifs depuis 2022, eh bien avant, eh bien pour 74%, il y a un regroupement de 74% où ils étaient sur la contestation Covid. Il y a 68% d'entre eux qui en fait ont relayé la propagande du Kremlin. Il y en a 58% qui étaient sur le convoi des libertés, etc., etc. Donc en fait, vous avez une communauté climato-sceptique qui passe au-delà de ce compte-là qui est le plus influent, massivement opportuniste, et qui n'est pas là pour en fait dire le climat c'est un problème ou pas un problème, et puis il faut faire ci et ça, mais juste, en gros, il y a des problèmes, j'essaie de remuer la merde, et après je passe au problème suivant. Alors, quand on passe côté politique, on peut faire la même analyse. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu justement les techniques de manipulation de manière un peu plus générale. Ça, c'est l'espace politique tel qu'il était en 2016. Encore une fois, chaque point est un compte Twitter, les petits filaments, c'est la circulation d'informations, et quand vous faites ça donc au niveau du Twitter politique français sur, par exemple, les 3 derniers mois de 2016, vous avez cette image, vous avez Mélenchon à gauche, puis après le PS, puis après LR, puis après Le Pen. Le paysage politique actuel, hein, si vous essayez de vous l'imaginer, il est très très différent. Hein, vous avez plusieurs communautés qui ont émergé, plusieurs forces politiques qui ont émergé et qui n'étaient pas là. Déjà, Macron, là il était en 2016, il n'avait pas de force politique, maintenant il est au gouvernement. Mais Reconquête, etc. Si on trace ces choses-là, donc en 2022, on a cette image-là, alors elle est un peu tronquée en bas, mais là vous avez effectivement donc Macron qui est apparu ici. Hein. Ici, vous avez le RN qui est tout petit, LR aussi et le PS qui sont tout petits, et d'ailleurs ils ont fait tous les deux moins de 5% au présidentiel. Là vous avez, alors on ne voit pas très bien, c'est coupé, mais vous avez Reconquête qui est très très important et qui a en ce moment et a été un moteur très très puissant de désinformation et aussi diffusion d'idées de l'extrême droite évidemment sur Twitter pendant toute la campagne et même encore maintenant. Et puis vous avez cette communauté-là, où il y a Florian Philippot, Yves PDB, etc., qui est la communauté qui est née en fait de la pandémie en s'alimentant sur le thème dictature sanitaire. Et on l'a vu naître. Et en fait, cette communauté de dictature sanitaire complotiste, elle s'est insérée entre la gauche de la gauche et l'extrême droite
et elle commence à faire circuler de l'information. Et en fait, si vous regardez, là, IFPDB, Philippot, etc., c'est des gens qu'on va retrouver aussi, là, Asselineau, etc., sur le climato-dénialisme. Et donc, en fait, ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, dans notre observatoire politique, c'est que l'espace politique en ligne sur Twitter s'est reconfiguré d'un paysage où l'information, en gros, circulait de proche en proche, les contiguïtés idéologiques, allaient de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, à une situation où maintenant on peut aller directement de la gauche ou l'extrême gauche, parce que là c'est une peste, donc c'est vraiment très mélangé, à l'extrême droite, en passant par ce qu'on appelle une chambre d'écho, c'est-à-dire un groupe socio-numérique très très dense, qui était donc celui qui s'est constitué contre la dictature sanitaire et qui maintenant est en train de se remobiliser pour partie sur le climato-dénialisme. Donc quand on disait qu'il y avait, 68% des climato-dénialistes qui étaient aussi anti-vax pour la pandémie, etc., en fait, c'est ceux qui sont dans cette zone-là. Donc là, vous avez un espace qui se reconfigure. Alors, il y a tout ça, je le détaille dans Toxic Data, il y a plein de raisons pour cette reconfiguration, mais il y a des observables qu'on peut voir, et notamment, par exemple, le fait qu'au cours du temps, les espaces numériques deviennent de plus en plus hostiles. En 2012, on avait 31% en moyenne de messages politiques parlant qui étaient négatifs, hostiles, insultants, etc. En 2017, c'était 41%, et en 2022, c'est 50%. Donc maintenant, dans l'espace politique sur Twitter, 50% des messages donc politiques sont sur une tonalité négative, toxique, polémique, insultante, etc., ce qui est énorme. Et ça, notamment, donc ça s'est accompagné avec ce paysage-là. Alors, pour détailler, ça serait vraiment... il y a des conférences entières sur le pourquoi et toutes les raisons, mais on va continuer sur cette idée de manipulation des foules. Et donc, une des raisons, en fait, qui aide certains groupes à prendre de l'importance sur Internet, c'est ce qu'on appelle l'astroturfing. Donc, ce qu'il y a, c'est que sur Internet, si vous êtes un chien, personne ne le sait, vous pouvez poster des messages, vous pouvez voter au Parti des Républicains et votre voix compte, personne ne le saura. Et donc, l'astroturfing, c'est le fait de créer l'illusion d'un consensus ou du soutien spontané d'une foule à une cause en créant une foule factice. En créant des faux comptes, en créant des gens qui sont ce qu'ils ne disent pas ce qu'ils sont. Donc des comptes Internet peuvent être soit donc, des gens qui sont juste payés pour animer le compte, qui se font passer pour des citoyens, mais en fait c'est des Indiens qui sont payés, ou des Bangladais, ou n'importe quoi, ou n'importe qui, ou même des robots. Et donc c'était très utilisé en politique, dans le showbiz et dans la vente en ligne. Excusez-moi pour la coquille. Et en fait, c'est dès l'émergence des mondes numériques, des gens se sont dit, on va pouvoir influencer les opinions avec ce genre de technique, et notamment, par exemple, donc en 2011, l'État américain a investi quasiment 3 millions de dollars, ils ont fait un appel d'offres public, en disant qui est capable de nous faire un logiciel qui va nous permettre de gérer plusieurs comptes différents par une seule même personne, et ces comptes vont pouvoir relayer nos messages comme s'ils étaient des vrais citoyens. Et donc, officiellement, il disait que c'était pour faire de la propagande au Moyen-Orient. Il y a des choses qui montrent que, probablement, ils ont aussi utilisé en politique intérieure. Mais ça, c'était 2011. Maintenant, on est en 2023, et depuis, les technologies se sont énormément développées. Il faut savoir que, donc, en France, beaucoup d'acteurs utilisent ce genre de technique. Donc typiquement, par exemple, là vous avez un département de la Haute-Savoie qui a acheté des faux followers pour faire croire que son compte Twitter était dynamique, suivi, etc. Donc on a trouvé dans les comptes de ce département 15 000 € pour acheter des faux followers. Donc ça c'est toute la question de faire croire qu'on est plus populaire que l'on est, faire croire qu'une idée est plus populaire que l'on est, de manière à ce que ce qu'on peut appeler là la foule, au sens où des citoyens pas spécialement structurés, qui sont là sur les réseaux, qui essaient de se faire une idée, parce qu'il y a des choses, on n'a pas forcément d'idée, donc on regarde un peu à droite, à gauche, pour que cette foule-là vienne à vous et apprécie ce que vous faites, relaie ce que vous faites, etc. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces espaces numériques sont devenus également le terrain d'une guerre hybride. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu déjà, par exemple, ces documents-là. Ces documents-là, ça, c'est une fuite de rapports d'une réunion qui a eu lieu au Kremlin, début 2016. Vladimir Poutine a rassemblé
c'est son état-major. Il y a eu des photos sur le site du Kremlin qui montraient cette réunion. Officiellement, c'était pour parler de la Moldavie. Cette fuite-là, qui a été publiée dans le Guardian en 2021, l'été 2021, montrerait qu'en fait, il s'agissait de toute autre chose. Et donc, si vous traduisez, j'ai fait traduire, ça c'est aussi dans le livre Toxic Data, ces passages-là, vous avez ça, c'est intéressant de le lire. Donc, c'est des extraits, hein, donc ça commence un peu n'importe où, mais vous avez partie spéciale, influencer les systèmes politiques des gouvernements qui jouent un rôle central dans l'instauration ou l'élargissement des sanctions contre la Fédération de Russie, suppose de provoquer l'apparition d'une crise sociopolitique aux États-Unis et n'aboutira qu'à l'aide d'un scénario théorique qui doit comporter les éléments suivants: la modulation du débat politico-sociétal aux États-Unis, avec un déplacement du vecteur de la force vers la délégitimation dans la conscience collective du système gouvernemental et du futur président élu. Alors, ça continue. Ça, c'est l'objectif. Objectif, explosion sociale, ce qui conduira inévitablement à l'affaiblissement du futur président et de son administration dans leur position de négociation, partant du principe que le principal candidat et le plus prometteur du Parti républicain à la présidence des États-Unis est Donald Trump, décrit comme mentalement instable, impulsif et déséquilibré, avec un complexe d'infériorité adoptant principalement une vision conservatrice, et prenant en compte les divers éléments qui ont lieu à l'occasion de sa visite sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc ça, on pense que les Russes ont un compromat, c'est-à-dire des vidéos compromettantes sur Trump qui permettent de le faire chanter. On peut affirmer que dans de telles circonstances, il est absolument nécessaire, par tous les moyens possibles, de faciliter son élection au poste de président des États-Unis. Alors, il faut toujours être précautionneux par rapport aux fuites, ça peut être des faux, etc. Il se trouve que là, ils disent en théorie, il se trouve qu'en pratique, c'est exactement ça qui s'est passé. Hein. C'est exactement, toutes les analyses montrent qu'ils ont effectivement agi sur l'espace informationnel, ils ont fait de l'astroturfing, ils ont amplifié les tensions entre les différentes communautés, etc., pour que Trump soit élu. On ne sait pas si c'est ça qui a permis, in fine, que Trump soit élu, mais en tout cas, ça a certainement joué un rôle. Et remarquez aussi que là, il parle de rôle central dans l'instauration ou l'élargissement des sanctions contre la Fédération de Russie. Rappelons qu'actuellement, on est en plein, les sanctions contre la Russie de l'Europe sont puissance 10. Hein. Donc ces mêmes techniques sont appliquées, a priori, d'ailleurs c'est sûr, en Europe aussi pour faire de la déstabilisation sociale. Alors on a pu la mesurer. Ça aussi, par exemple, c'est dans Toxic Data, hein, on a pu voir qu'il y avait eu, pendant, par exemple, la présidentielle de 2017, une attaque, entre guillemets, de comptes étrangers qui ont essayé de relayer une information pro-Marine Le Pen pendant les élections et surtout dans l'entre-deux tours pour la faire élire. Donc ils utilisaient cette vocabulaire, faire la guerre des mèmes, c'est-à-dire diffuser plein de vidéos, d'images un peu choquantes, un peu déstabilisantes, mais qui ont un fort contenu émotionnel, de manière à ce que l'électeur, quand il va arriver dans l'isoloir, il va dire « Ah là, je ne le sens pas, Macron, bon, finalement, on va essayer Marine Le Pen. Hein » Et ça, c'est possible parce que dans les réseaux sociaux, vous avez des spatialisations, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de géographie. Là, en l'occurrence, on a vu qu'il y a énormément de comptes qui étaient en fait de l'extrême droite américaine, qui sont venus entre guillemets, hein, se mélanger avec les comptes français pour faire croire qu'il y avait beaucoup de gens qui soutenaient Marine Le Pen, enfin plus que ce qu'il y en avait. Vous avez la massification, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, vous pouvez agréger énormément de personnes et les faire agir d'un coup, et l'instantanéité, c'est-à-dire, là, par exemple, les Macron Leaks, hein, c'est quelque chose qui a diffusé 1 minute avant la période de réserve. Ils envoient les Macron Leaks, et il n'y a plus que 24 heures ou 48 heures avant, 24 heures là en l'occurrence, avant l'ouverture des bureaux de vote, et l'espoir c'est qu'en 24 heures, en fait tout le monde va être au courant via les réseaux sociaux, et on va commencer à se dire, s'il y a des fuites, c'est que c'est bizarre, et donc il y en a qui vont refuser de voter pour Macron, ou qui vont voter pour Le Pen, ou qui vont s'abstenir, etc. Donc on a observé toutes ces choses-là, donc je passe parce que... Vous voyez le genre de discours qu'avaient ces gens-là. Donc là, vous avez des gens qui ne sont pas français, hein, pour regarder, ils parlent en anglais, etc. Et en gros, l'idée, c'est de rendre à l'Ouest sa grandeur, au sens la grandeur hitlérienne, etc., etc. Il y a des drapeaux nazis sur les forums, etc. Bon, bref. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'infiltration de la population française avec une analyse assez fine de la sociologie. C'est-à-dire que il disait, on va construire des images et des vidéos différenciées pour les déçus. Donc, enfin, pour les déçus, les électeurs de Fillon et les électeurs de Mélenchon.
qui ont été déçus du fait que leur candidat n'est pas au deuxième tour. Donc, aux électeurs de Fillon, on va faire des mêmes conservateurs, on va centrer sur l'islam et l'immigration, et pour les mélenchonistes, on va centrer sur Macron, qui est un riche banquier, etc., etc. Alors, ce genre de discours existait déjà, à raison ou à tort, hein, dans les différentes communautés. La question, c'est pas de savoir si c'était légitime ou pas, ces discours. La question, c'est que on va donner l'impression qu'il y a plus de gens qui tiennent ce discours que ce qu'il n'en est vraiment pour essayer d'influencer l'opinion. Donc là, c'est un exemple de mème en 2016. Donc là, c'était pour dire destiné aux partis animalistes, enfin aux gens qui étaient amis des animaux. Je rappelle aussi que maintenant, avec la publicité ciblée, par exemple, c'est très facile. Vous ouvrez un compte Facebook, vous mettez 1 000 €, vous mettez cette image et vous dites toutes les personnes qui s'intéressent aux animaux, etc., je leur envoie cette image et ils vont la voir en publicité. Et même si vous ne faites pas très attention, ça peut jouer au final dans les éloirs pour un petit pourcentage de ces personnes-là, en disant là, je le sens pas, là, etc. Et quelques pourcents, même des poussières de pourcents, ça peut changer tout. Ça, c'est ce qui a circulé en 2022, hein, évidemment. Puisqu'il y a eu cet épisode assez effroyable des Gilets jaunes, et donc on a rappelé cet épisode juste pour dire, entre Marine Le Pen et Macron, regardez ce qu'a fait Macron, peut-être vaut mieux voter Marine Le Pen. Et quand vous projetez ce genre d'image très violente, vous ne posez pas la question de savoir est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, etc. Est-ce que Marine Le Pen aurait fait pire ou pas? Vous dites, là, c'est ni Macron, il ne faut pas voter Macron, ou voter autre chose, ou voter contre Macron. Et de fait, en fait... bon, ça c'est d'autres mèmes, hein. C'est juste pour montrer que la situation actuelle est très favorable à ce genre de mèmes. Et en fait, de fait, ces mèmes qui ont cherché à décourager le vote Macron et à encourager le vote Le Pen ont beaucoup circulé dans l'entre-deux tours. Et je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi ça m'a beaucoup frappé. Cette élection, plus que toutes les autres, on appelait à voter contre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des élections où il faut voter par conviction parce qu'on vote pour, etc. On vote contre Macron ou contre Marine Le Pen. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la question c'est de voter contre et pas voter pour, donc dans l'entre-deux tours où vous n'avez plus que deux personnes qui s'affrontent, manipuler la perception de qui est le pire, puisqu'il s'agit en fait de voter pour le moins pire, ça c'est facile avec des mèmes. Hein, si vous faites des grandes campagnes, vous pouvez moduler la perception de qui est le pire. Et donc on a, ça vous le trouverez aussi sur par exemple, le site du Politoscope, ça c'est le paysage tel qu'il était en 2022, alors il est un peu coupé en bas, et ici vous avez la diffusion des appels à voter contre, donc stop Macron, stop Le Pen, et les ni Macron ni Le Pen. Alors vous voyez qu'évidemment les stop Le Pen c'est essentiellement diffusé dans la communauté de Macron, les stop Macron, c'est essentiellement diffusé dans la communauté Le Pen. Donc là, on est dans l'entre-deux tours. Hein. Là, maintenant, il n'y a plus que Macron et Le Pen. Et un petit peu côté LFI, mais surtout le ni Macron ni Le Pen, donc le fait de ne pas faire front républicain, va diffuser énormément dans les communautés de gauche, donc surtout LFI, mais pas n'importe où, dans l'espace qui va être collé sur cette chambre d'écho anti-vax, anti-dictature. Donc en fait, c'est des gens qui, pendant des années... des mois ont entendu des refrains Macron dictateur, dictature sanitaire, etc., etc., et qui du coup sont plus à même de dire là, en fait, Macron-Le Pen, c'est la même chose, on ne va pas voter. Et donc vous avez cette diffusion de là. Alors, maintenant, juste pour conclure, on a parlé, donc, on pourrait parler de plein d'autres phénomènes, hein, mais je n'ai pas le temps. Vous trouvez ça notamment sur le site du Politoscope ou dans Toxic Data. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les paysages numériques évoluent extrêmement vite. Et notamment, maintenant, je pense que tout le monde en a bien conscience, il y a une nouvelle donne autour de l'intelligence artificielle, notamment avec les agents conversationnels comme ChatGPT. Alors, l'intelligence artificielle... Donc là, si je vous lis juste, ça c'est un extrait d'une personne que je pensais important, c'est les systèmes autonomes tels que la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la parole et la traduction automatique seront bientôt omniprésents tant dans le monde en ligne que dans le monde physique. La plupart de ces systèmes s'appuieront sur des données provenant des sources accessibles au public. Le danger est que les acteurs malveillants puissent utiliser des données volées pour développer des applications d'IA qui imitent le comportement de systèmes et de personnes de confiance. Compte tenu de l'état naissant de ces technologies, les logiciels malveillants, les tactiques de piratage et les attaques de phishing d'identifiants d'aujourd'hui préparent la propagande du Kremlin de demain. C'est-à-dire que si vous volez les informations personnelles aujourd'hui, et bien demain, en fait c'est déjà aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle a déjà fait les progrès, là ça c'était déjà il y a 1 an et demi, eh bien vous pouvez imiter les personnes de manière assez réaliste. Et en fait, la personne qui a écrit ça,
c'est une intelligence artificielle. Moi, j'ai juste donné le début de la phrase et elle a écrit la suite. Donc ça, elle l'a écrit ça il y a 1 an et demi. Et en fait, il faut bien avoir conscience que ça va devenir perversif. Alors, juste pour l'histoire, l'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, ça avait commencé avec Microsoft. Ça, c'était il y a à peu près 3-4 ans, même peut-être un peu plus. Ils avaient développé un agent conversationnel qui s'appelait Tay, qui était censé interagir avec les utilisateurs. Et en fait, ils ont dû le débrancher le jour même où ils l'ont publié, parce que assez vite, il s'est fait intoxiquer par l'extrême droite, et il se mettait à publier des choses comme ça, en disant « voici un cadeau qui vient de l'autre monde », où il disait Bush a fait 9/11, et puis Hitler aurait pu faire un meilleur travail, etc. etc. Donc là c'est juste pour souligner que les intelligences artificielles n'apprennent qu'à partir de ce qu'on leur apprend, des corpus qu'elles vont apprendre. Là, ChatGPT, dont on parle très souvent, c'est effectivement une nouvelle génération d'intelligence artificielle, très impressionnante, mais qui sont des intelligences artificielles statistiques. Elles ne comprennent pas ce qu'elles disent, elles essaient de reproduire les statistiques des enchaînements de mots. Et donc, si elles apprennent les enchaînements de mots à partir de gens qui sont racistes, eh bien, elle va avoir un discours raciste. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Tay. Ils ont mis Tay en ligne alors qu'il n'avait pas beaucoup appris. Il y a des gens qui sont rués dessus, donc ils ont fait des opérations de synchronisation extrême droite en parlant avec elle de discours racistes, et après, elle s'est mise à reproduire des discours racistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi quelqu'un peut programmer une intelligence artificielle, maintenant qu'elles sont beaucoup plus puissantes, à faire de la propagande dans telle direction ou dans telle direction. On peut programmer l'intelligence artificielle, par exemple, sur tout ce que disent les dénialistes, et après, elle va aller en ligne, et puis elle va piloter, je sais pas, 40 000 comptes, ou 200 000 comptes, ou 2 millions de comptes. C'est rien pour une intelligence artificielle, et elle va répondre assez précisément aux différents arguments, avec les arguments dénialistes, etc. Et on va croire qu'en fait, il y a énormément de dénialistes, alors qu'en fait, ça sera juste piloté de manière centralisée. Alors maintenant, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est création d'images, artificielle, donc par exemple ça c'est des images de personnes qui n'existent pas. Vous allez sur le site This Person Does Not Exist. Je suis désolé, les références en fait sont en général en bas de mes slides, mais là c'est coupé. Et vous générez des images qui ont des photos de profil qui ont l'air plus vraies que nature. Alors si vous faites attention, en fait là les yeux sont toujours au même endroit, mais depuis ils peuvent faire des choses qui sont beaucoup plus impressionnantes. Ça c'est Midjourney, donc ça c'est le genre de type de graphisme qu'on peut produire en disant faites-moi un enfant qui regarde la ville, et il va générer ça. Ça, c'est une image qui n'existe pas, qui a été créée en essayant de reproduire statistiquement, à partir de banques de millions, voire de milliards d'images, une image qui pourrait ressembler à quelque chose de produit par un humain. Et vous pouvez avoir des vraies personnes, etc. Donc, tout ça pour dire que tout ce que je vous ai montré sur des groupes qui vont agir en ligne, qui vont essayer d'amplifier leur présence par des faux comptes, par une synchronisation, qui vont essayer de tromper les algorithmes de recommandation dont on n'a pas parlé, mais aussi qui sont un aspect très très important de ces mondes numériques, eh bien tout ça, ça va ne faire que s'amplifier si les grandes plateformes ne prennent pas des mesures importantes. Et donc, il va falloir de plus en plus faire attention à qui se poser la question, avec qui je suis en train d'interagir. Est-ce que c'est des gens que je connais? Est-ce que c'est des gens que je ne connais pas? Qui est en train de me parler? Quels sont les groupes sociaux qui sont en train de me parler? Et donc pour ça, il y a plusieurs pistes en fait pour développer un environnement numérique un peu plus serein. La première, c'est ce qu'on a développé là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le politoscope, c'est on cartographie l'espace numérique. Et après, on peut voir d'où vient une information, quel groupe est en train de relayer une certaine information. C'est pas pareil si vous avez la rumeur sur le fait qu'on utilise le sang des enfants pour rajeunir. C'est pas pareil si en fait c'est tous les Français qui sont en train de parler de ça et que ça a l'air de vraiment probable, ou si c'est un petit groupe dont on sait qu'ils ont fait que des rumeurs complotistes depuis 20 ans et qui essayent de pousser ça et qui sont quasiment les seuls producteurs de cette nouvelle-là. Le problème, c'est que quand vous êtes sur Internet, vous êtes quelque part sans le savoir, donc vous êtes tout seul face à une foule, mais en fait cette foule est structurée et parfois vous avez donc des groupes qui viennent vous voir et essayent de vous informer. Donc là par exemple, quand il y a eu donc la campagne présidentielle, il y avait tout le truc que Macron était proche de l'islam et du salafisme, etc. Et là vous avez les comptes qui parlaient de ça, donc essentiellement évidemment extrême droite et un peu LR. À partir de ça, on peut créer des outils qui vont vous dire, à partir de n'importe quel sujet de débat ou hashtag, ou enfin chose qui circule sur les réseaux sociaux, quel est le degré de diversité d'opinion autour de ce thématique. Et ça, c'est hyper important. Parce que
Alors, nous, on sait en fait qui parle. On peut dire ça, c'est plutôt un terme d'extrême droite, c'est un peu un terme d'extrême gauche, etc. Mais pour des raisons de déontologie, on n'associe jamais publiquement, enfin dans les outils qu'on développe, un parti politique à une personne ou un groupe de personnes. Mais par contre, on peut contextualiser une information en disant attention, cette information-là, par exemple, elle a un score de diversité de 5 à gauche. Alors là, on parlait de super profit. Ça veut dire que, en gros, c'est un sous-ensemble des communautés, donc là c'était plutôt la gauche de manière assez large qui parle de ça. Alors qu'à droite, on parle de l'inflation, c'est un score de diversité de 9, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde parle un peu de l'inflation et tout le monde est intéressé par l'inflation. Et donc en mettant en œuvre ce genre de score, ça vous donne un contexte. Quand vous êtes exposé à l'information, vous pouvez vous dire, est-ce que là c'est une personne particulière ou un groupe particulier qui essaie de me convaincre quelque chose, ou est-ce que là c'est quelque chose qu'en gros la plupart des Français trouvent plausible, même s'il n'y en a pas beaucoup, enfin je veux dire qu'une grande diversité de Français trouvent plausible, même si ce n'est pas la plupart, et à ce moment-là vous l'interprétez différemment. Donc ça c'est quelque chose de très important à retenir, c'est que en gros quand vous retenez un message, quand vous recevez un message et que vous lisez un message sur Internet, en général vous ne connaissez pas l'auteur, vous ne connaissez pas les contextes de production, ce qui veut dire que vous n'avez qu'une demi-information. Vous ne pouvez pas bien interpréter un message si vous ne savez pas qui en est l'émetteur et quelles sont les intentions au moment où ils la produisent. Et donc il faut développer des indicateurs, des petits outils qui vous permettent de retrouver un peu de contexte. Donc l'idée c'est de vraiment dissocier aussi le qualitatif du quantitatif. C'est pas parce que beaucoup de gens parlent de quelque chose que c'est important, parce que c'est beaucoup de gens, ça peut être juste une communauté que c'est bien synchronisé et c'est que des gens de telle ou telle partie. Ce qui est une tendance, c'est des gens d'une diversité d'opinions qui sont en train de parler de quelque chose et même si c'est à faible volume, c'est en train de monter. Donc pour conclure, donc il y a plein de choses dont j'ai pas eu le temps de parler et qui sont traitées dans ce livre, mais il faut bien comprendre qu'il y a une différence majeure entre les environnements numériques et les environnements physiques, en termes d'interaction avec les congénères, avec la foule, envers les groupes sociaux. Donc il y a le côté d'espatialisation, massification, il n'y a plus de frontières, on peut faire des groupes de toute taille, transnationaux, etc. Il y a le côté instantanéité, en quelques heures, on peut toucher des milliers et des millions de personnes. Et puis, il y a confusion des identités et des messages, donc ça c'est l'astroturfing, c'est-à-dire je vais vous faire croire que vos amis autour de vous enfin vos connexions autour de vous sont contre ou pour la réforme des retraites, mais en fait vous ne savez pas qui sont ces gens-là. Et si ça se trouve, c'est tel parti qui a acheté tous ces gens-là ou tous ces comptes et qui, du jour au lendemain, après avoir diffusé des photos de chats, lui disent bah maintenant tu vas dire que la retraite c'est bien ou la retraite c'est pas bien. Et donc la nouvelle donne, c'est que, je rappelle ce que je vais dire en introduction, c'est que les environnements numériques sont récents. Il y a une sorte d'inadaptation de la psychologie humaine à ces nouveaux environnements. Donc il y a des nombreux biais cognitifs, on n'en a pas parlé, mais par exemple, on a tendance à privilégier les informations un peu négatives et les algorithmes de recommandation, du coup, les amplifient. Mais il y a aussi les biais de confirmation, c'est-à-dire on a tendance à se connecter aux personnes qui pensent comme nous. Donc ces biais-là, après, sont renforcés par toute l'infrastructure technologique de ces plateformes et vont créer donc ces groupes sociaux très cohésifs qui vont avoir des rapports plutôt hostiles entre eux. Vous avez une économie du clic qui va optimiser les comportements indépendamment du bien-être individuel ou collectif. Donc ils vont renforcer par exemple la circulation de messages hostiles. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut montrer. On l'a montré dans des articles très récents qu'on a déposés là il y a quelques jours. On a mesuré que c'était le cas. Et puis, comme on a pu l'aborder un petit peu pendant cette conférence, il y a les nouvelles cyberguerres, c'est-à-dire la subversion et l'influence sociale fait partie de la panoplie des différents types d'États, notamment des États totalitaires, pour faire avancer leur influence sur l'espace géopolitique et déstabiliser leurs ennemis. Et actuellement, on est en guerre contre l'un des maîtres de la subversion, c'est-à-dire le Kremlin, qui utilise ça depuis très longtemps, qui ont développé ces techniques, qui ont des agences d'influence, ça s'appelle l'agence de recherche Internet, c'est plusieurs personnes qui sont payées 24 heures sur 24 pour animer des faux comptes, et donc il y a des informations organisées à des fins géopolitiques en France, et ce qu'on a vu sur le climat pointe sur l'idée que très probablement, les questions climatiques sont également un champ de combat géopolitique. Pourquoi ? Parce que si un État comme la Russie, qui veut évidemment affaiblir l'Europe et la France, arrive à convaincre 30% des Français que le réchauffement climatique n'existe pas, 30% des Français qu'il faut absolument prendre des mesures urgentes, quitte à mener des actions violentes, eh bien vous avez 60% de la population qui est prête à se taper dessus à mener des actions violentes,
sur le terrain, et après le gouvernement qui va être pris entre deux injonctions contradictoires. C'est-à-dire que soit je dois prendre au sérieux le réchauffement climatique, et si je suis le GIEC, il faut que je divise par 4 ma consommation d'énergie, ça veut dire en gros réorganiser tout. Mais si j'ai 30% de la population qui dit « mais non, mais ça sert à rien parce que ça n'existe pas, c'est des variations du soleil et on n'y peut rien », ces 30%-là, ils ne vont jamais accepter qu'on les force à réduire la facture d'électricité, etc. Il n'y a rien de pire que de vous faire imposer quelque chose dont vous n'êtes pas convaincu. Et donc, si on le fait, c'est eux qui vont devenir violents. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir de la violence si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le fait que le problème existe ou n'existe pas. Et a priori, enfin, en tout cas, moi, j'en suis convaincu, c'est qu'il existe et le GIEC fait du très bon boulot. Donc, il y a des pistes pour un peu lutter contre tous ces nouveaux environnements qui ne sont pas mal en soi, c'est juste qu'ils sont mal déployés. On a des environnements numériques qui sont centralisés, qui sont au service de grandes entreprises qui font quasiment 3 milliards d'utilisateurs sur Terre, alors qu'on pourrait les déployer différemment. Donc il y a plein de pistes en fait pour sortir de cette panade. Il y a des pistes au niveau individuel, notamment comprendre déjà ce qui est en train de se passer, comprendre ces mondes numériques, donc l'éducation, bien choisir ses réseaux sociaux, les conditions d'utilisation des réseaux sociaux sont finalement hyper importantes, ce que vous ne lisez pas, c'est hyper important. Il faut savoir que Musk, dès qu'il a racheté Twitter, immédiatement, il a restauré tous les comptes qui faisaient de la désinformation climatique, pandémie, etc., et il a viré tous les journalistes qui faisaient un peu trop bien leur boulot. Donc, si vous lisez les conditions d'utilisation de Twitter, en fait, quand vous tweetez, vous vous soumettez aux règles d'utilisation et Twitter s'autorise à fermer votre compte s'il le juge nécessaire. Voilà, Musk le juge nécessaire, et donc c'est comme ça. Donc, il y a réseau social et réseau social. Après, au niveau collectif, donc il y a toutes les questions de régulation. Ces plateformes commencent à être régulées, avec notamment des nouvelles régulations au niveau européen, mais il faut vraiment les penser avec une régulation assez forte. Et aussi la question des communs numériques. Pourquoi il n'y aurait pas des espaces numériques publics? On a des autoroutes publiques, on a des places publiques pour discuter, on n'a pas d'espace public pour discuter en ligne. Ça, c'est pas normal. Tous les espaces publics maintenant tous les espaces numériques en ligne, les plus importants sont aux mains de compagnies qui utilisent la publicité, donc ça ne peut pas marcher. Et puis au niveau institutionnel, il y a urgence à rendre plus robustes vraiment nos institutions, notamment l'institution du vote. On parlait tout à l'heure de la montée du vote contre, l'effondrement du Front républicain, etc. En fait, il se trouve que notre système de vote est très défaillant, et ces défaillances sont amplifiées par ces environnements numériques. Déjà, vous avez le vote utile, tout le monde en a marre de voter contre et voter utile avec un choix stratégique complètement délirant. Mais surtout, quand vous avez 2 tours et que le premier tour se passe dans un environnement de plus en plus hostile en ligne, où les gens l'adversaire est vu comme un ennemi, et que vous avez 5 partis en gros à 20%, et bien après vous avez deux candidats qui passent au premier tour, donc qui sont au deuxième tour et qui ont chacun 20% de support et qui sont détestés par quasiment le reste de la population parce que la campagne a été violente. Et au deuxième tour, après, il s'agit de manipuler la perception du pire. Et manipuler la perception du pire, on a vu, c'est assez facile. Donc, ça, c'est le mode de scrutin qui est défaillant. On peut le changer. Il y a un mode de scrutin, par exemple, qui est assez vertueux, qui s'appelle le jugement majoritaire, qui permet d'éviter tout ce genre de choses. Et donc, il est vraiment urgent de repenser la manière dont on prend des décisions collectives. Voilà, je crois que c'est mon dernier slide, effectivement. Donc, si vous voulez avoir plein d'autres développements, vous pouvez lire ce livre-là, qui est centré sur ces nouveaux modes numériques, avec aussi l'observation de l'évolution de la France sur 5 ans, mais aussi on va parler de Facebook, TikTok, enfin tous ces espaces-là. Et ce que je vous ai présenté a été aussi fait avec des collaborateurs, puisque la science, c'est un sport d'équipe. Donc il y avait Maziar Panahi qui s'occupe de tout le traitement du données, il y avait Victor Chomel qui lui a été en thèse et a fait une très belle thèse, notamment sur les questions climatiques, et Paul Bouchot qui est actuellement en thèse sur ces questions-là aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur politoscope.org, vous pouvez aussi sur mon site, chavalarias.org, où il y a aussi plein de choses, notamment les films que je vous ai montrés, etc. La plupart des articles sont aussi en accès libre. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.